Je vais dire un mot de mon titre, Homéostasie et pulsion de mort. Par homéostasie, j'entends bien entendu la notion qui a été forgée et popularisée par le biologiste Cannon dans les années 50 pour désigner ce que Claude Bernard avait découvert sous le titre d'autorégulation du milieu intérieur. Et homéostasie vient reformuler cette idée d'autorégulation dans les termes que Cannon pense emprunter à la cybernétique. Bon, quant à la pulsion de mort, bien entendu, il s'agit ici d'une référence à Freud et au post-freudisme, tel que Lyotard et Deleuze, chacun pour son compte, pouvaient s'y référer. Et puis, l'économie du désir, c'est pour ne pas dire l'économie libidinale, ce qui aurait tout de suite fait signe vers la version proprement lyotardienne de cette question. Toutefois, peut-être peut-on parler des économies libidinales d'une manière plus large, en vue d'y inclure à la fois les travaux de Deleuze avec Guattari et puis le travail de Lyotard, peut-être d'autres ouvrages encore. Économie libidinale signifiant la thèse ou l'hypothèse selon laquelle il y a une connexion intrinsèque entre le désir et puis l'économie. C'est le programme même de capitalisme et schizophrénie. La problématique économique du capitalisme et la problématique schizophrénique du désir. D'où le désir et l'économie. Alors, ce problème-là se joue, je crois, dans l'hésitation et ensuite la double récusation entre deux modèles ou deux modèles qui se présentent à peu près constitués à l'un et à l'autre auteur, à Deleuze avec Guattari et à Lyotard, deux modèles qui sont d'une part celui selon lequel la pulsion de mort traverse le désir et analogiquement l'économie, et autre modèle selon lequel le désir et plus généralement l'appareil psychique est une totalité autorégulée, homéostatique, de même qu'analogiquement, on pourrait parler d'un système capitaliste, d'un système de l'économie capitaliste, et justement, ce que je voudrais faire sentir, notamment, c'est qu'il ne va pas du tout de soi que l'économie capitaliste soit un système. On dit aujourd'hui, d'une façon assez populaire, qu'il y a le système capitaliste contre lequel il faut ou ne faut pas lutter. En réalité, on s'aperçoit à lire Lyotard qu'on a beaucoup hésité, à juste titre, à parler d'un système à propos du capitalisme. Est-ce vraiment un système? Ça, c'est ce qui se repère notamment dans la condition postmoderne. C'est donc par ce texte-là que je vais commencer. Le double refus, l'hésitation suivie d'une double récusation des deux modèles, que je trouve d'abord chez Lyotard, avant de la chercher chez Deleuze avec Guattari, se formule de la façon la plus visible, je crois, dans le 4e chapitre de la condition postmoderne, qui date, je vous le rappelle, de 1979. On n'a pas beaucoup parlé de ce livre. Pour le moment, je n'ai pas assisté à toutes les communications, mais par Jean-Michel hier soir, je n'ai pas le souvenir que ce texte ait été beaucoup mentionné. 4e chapitre de la condition postmoderne qui porte sur, qui effectue l'analyse du lien social. Et vous trouvez cette analyse des pages 24 à 29 de la condition postmoderne. Que nous dit Lyotard? Eh bien, il nous dit que la société postmoderne, telle qu'on la constate à cette époque qu'il désigne lui-même du terme de postmodernité, échappe à l'alternative moderne, donc se démarque ainsi, à proprement parler, de la modernité, pour se faire postmodernité, en un double sens très précis, c'est que, d'une part, elle ne constitue pas un tout fonctionnel, et que signifierait ici le tout fonctionnel? Eh bien, c'est mon premier modèle, c'est le modèle homéostatique. Tout fonctionnel, c'est une conception de la société que Lyotard emprunte à Talcott Parsons, et c'est un modèle, Lyotard le dit lui-même, qui est non pas directement biologique, au sens où il s'agirait de comparer classiquement la société à un organisme biologique, mais bien cybernétique. Et alors évidemment, la question ici se pose de l'articulation entre biologie et cybernétique.
La cybernétique, c'est d'abord la théorie de la commande, comme le dit Wiener dans le livre Princeps, juste après la Deuxième Guerre mondiale, Norbert Wiener. C'est la théorie de la commande, un kuber en grec, c'est-à-dire la théorie de tous les mécanismes qui peuvent être montés sur une machine pour que la machine puisse elle-même corriger son propre fonctionnement. Et l'exemple fondamental, c'est l'exemple très militaire, mais il s'agit bien d'une théorie post-militaire avec la cybernétique, selon beaucoup de ses aspects. L'exemple fondamental, c'est l'exemple du missile à tête chercheuse, qui peut corriger lui-même sa direction en fonction de la situation mouvante de la cible. Donc on n'est pas nécessairement dans un modèle biologique, et c'est déjà une question que de savoir si la biologie peut être réduite à un cas particulier de fonctionnement cybernétique. Il s'agit simplement de boucles de rétroaction, et non pas nécessairement d'une réflexivité authentique qui impliquerait la tentative effectuée par un vivant dans un milieu pour s'auto-conserver. Il s'agit encore moins évidemment de la réflexivité proprement conscientielle, dont on peut, et ça a été fait, tenter de donner une modélisation cybernétique, mais ces modèles-là sont toujours difficiles à finaliser, à développer pleinement. Donc l'hypothèse ici, qui est faite par Talcott Parsons, repris et critiquée par Lyotard, ça serait que la société, dans la postmodernité, puisse constituer un tel tout fonctionnel, cybernétique, c'est-à-dire que la société serait en définitive une réalité autorégulée, fonctionnant selon le système d'autorégulation bien propre aux machines cybernétiques, réalité autorégulée, homéostatique, et donc tendant toujours à un équilibre. C'est-à-dire que tout dysfonctionnement serait aussitôt ressaisi quand tout marche correctement en vue d'un meilleur fonctionnement, ou du moins d'un fonctionnement qui ne serait pas pire. La visée d'une telle machine serait un équilibre, ce que Lyotard appelle ici zéro. Il y aurait un zéro. Le modèle homéostatique de la société, c'est la société vise l'équilibre et vise le zéro. Donc premier modèle, mais ce modèle-là, Lyotard le récuse parce qu'il pense que la société postmoderne ne peut pas y correspondre. Deuxième modèle, ce serait le modèle d'une société conçue comme une réalité clivée, séparée profondément en deux classes, luttant l'une contre l'autre, réalité qui serait, par conséquent, dans la mesure où elle héberge en elle-même un conflit violent, traversée par une tendance autodestructrice, dont Lyotard nous dit qu'elle serait tendance vers un zéro également, mais un zéro d'un tout autre type, non pas l'équilibre, mais l'extinction totale des irrégularités, tendant à un tout autre zéro, rapproché par l'auteur lui-même, par Lyotard lui-même, de la pulsion de mort freudienne. Si on traduit dans les termes freudiens, ce serait cette fois la pulsion de mort comme extinction totale de toutes les excitations, modèle dont Freud lui-même reconnaît qu'il est difficile à tenir, et que la pulsion de mort serait davantage réduction maximale des excitations, mais non pas extinction totale des excitations. Enfin ici, poussé jusqu'au bout du fait de sa transposition au modèle social, la pulsion de mort serait tendance autodestructrice de la société, vers un zéro comme extinction totale des irrégularités. Lyotard fait lui-même, je le disais, l'analogie avec la pulsion de mort freudienne. Pourquoi ? Parce que pour Lyotard, et c'est le propos sur lequel on est revenu à plusieurs reprises, qui se trouve déjà dans l'économie libidinale, mais qui est repris dans la condition postmoderne, le prolétaire lui-même jouit à sa façon du capital. Le prolétaire lui-même jouit à sa façon du capital. Alors ça, c'est évidemment une déclaration assez provocatrice, et on a rappelé les ambiguïtés qu'on pouvait chercher à y découvrir. Je crois qu'ici, il faut prendre les mots dans leur sens le plus précis, parce qu'il s'agit bien de jouissance et non pas de plaisir. Je parlerai volontiers ici d'une jouissance peut-être lacanienne par opposition au plaisir, au sens où il s'agit de l'accomplissement d'une fonction, fût-elle pathologique, fût-elle névrotique. Et effectivement, celui qui assume une conduite d'échec échouera toujours de la même manière, du fait du caractère répétitif de l'échec, échouera toujours de la même manière dans ses entreprises. On ne peut pas dire qu'il éprouve ici du plaisir, mais en revanche, il jouit, en ce sens lacanien. La fonction pathologique s'effectue. Et puis plus antérieurement encore, c'est la distinction freudienne entre
entre la jouissance comme plaisir de fonction, c'est-à-dire maintien de l'excitation entre deux seuils, donc non plus extinction totale, non plus baisse au maximum, mais maintien ni trop bas ni trop haut. Donc, analyse de la jouissance chez Freud comme plaisir de fonction, par opposition à la satisfaction, qui serait plaisir d'organe, plaisir en un sens certainement plus courant, c'est-à-dire extinction de l'excitation, autrement dit, fin du désir éprouvé péniblement comme manque. Donc le prolétaire jouit à sa façon du capital, non pas qu'il trouve du plaisir à sa situation, à sa condition très onéreuse, mais au contraire, lorsque le prolétaire est exploité, eh bien, il y a ici non pas un trou, il y a ici non pas une lacune dans l'organisation capitaliste, même si évidemment cette exploitation en s'exaspérant peut conduire au renversement de l'économie capitaliste elle-même, mais il y a au contraire, dans cette perspective-là, s'il y a ici plaisir de fonction chez le prolétaire, il y a accomplissement d'une fonction comme d'une autre, qui a sa signification dans les rouages de l'économie capitaliste, et en ce sens-là, dire que le prolétaire jouit lui-même du capital, ça signifie que le capital jouit de lui-même à travers le prolétaire. Autrement dit, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de vide, non datur vacuum, il n'y a pas de vide dans le système capitaliste décrit ainsi. De sorte qu'il n'y aurait jamais nulle part dans le réel de dysfonctionnement, il n'y aurait nulle part de perte, mais seulement des fonctionnements autres, des organisations autres, qu'il s'agit de percer à jour, non pas du moins, mais du différent. Alors ici, Lyotard, c'est-à-dire dans la condition postmoderne, nous dit que c'est un modèle qu'il a trouvé un temps dans la théorie de l'école de Francfort, en particulier dans Horkheimer, c'est surtout à Horkheimer qu'il se réfère. Et puis, il dit, c'était l'hypothèse que nous adoptions à l'époque de socialisme ou barbarie. C'est une position qu'il aurait lui-même adoptée un temps et ensuite récusée, position selon laquelle donc il y a cette pulsion de mort qui traverse intérieurement, qui scinde intérieurement l'économie capitaliste. Donc on a ici affaire à un double rejet de deux modèles qui est formulé explicitement par Lyotard dans un passage de la page 27 que je vais me permettre de vous citer parce qu'il condense les analyses que je viens de rappeler. Encore ne peut-on juger paranoïaque le réalisme de l'autorégulation systémique et le cercle parfaitement clos des faits et des interprétations, qu'à condition de disposer ou de prétendre disposer d'un observatoire qui, par principe, échappe à leur abstraction. Telle est la fonction du principe de la lutte des classes dans la théorie de la société à partir de Marx, alinéa. Si la théorie traditionnelle, entre guillemets, est toujours menacée d'être incorporée à la programmation du tout social comme un simple outil d'optimisation des performances de ce dernier, la machine cybernétique, c'est que son désir d'une vérité unitaire et totalisante se prête à la pratique unitaire et totalisante des gérants du système, totalité-système. La théorie critique, entre guillemets, et c'est ici qu'il renvoie à l'école de Francfort, en particulier à Horkheimer, parce qu'elle s'appuie sur un dualisme de principes et se méfie des synthèses et des réconciliations, comme le ferait la théorie cybernétique, doit être en mesure d'échapper à ce destin. Bon, mais voilà, ça tourne court aussi, comme nous le dit Lyotard. Alors ce double rejet du modèle dualiste de la pulsion de mort et du modèle unitariste ou totalisant de la machine cybernétique trouve ses motivations 5 ans plus tôt, je crois, dans Économie libidinale. C'est donc pourquoi il faut se référer à cet ouvrage, et en particulier dans quelques-unes des pages du très beau chapitre sur Marx. Vous trouverez la référence dans Économie libidinale aux pages 185 à 188. Lyotard pense en effet pouvoir retrouver la pulsion de mort freudienne inversée, il la retrouve mais inversée, dans l'idée marxienne selon laquelle il y aurait un dehors absolu du système. Et pourquoi ? Eh bien, au motif effectivement marxien, selon lequel il faut distinguer entre la valeur d'échange assimilée ici au prix d'un produit,
et la valeur d'usage, hein, ou valeur tout court, dit Lyotard, de ce produit. Alors c'est ici une citation que vous avez à la page 185, où Lyotard va jouer Marx contre l'économiste italien Sraffa, bon je ne détaille pas, mais qui est à la fois néo-ricardien et néo-marxiste. Hein, il y a ici une tentative par Lyotard de montrer que cet auteur n'est pas assez marxiste. Alors vous allez voir en quel sens, page 185 donc, il suit évidemment d'une telle approche, celle de Sraffa, que toute perspective de catastrophe est exclue. La mort du capital ne saurait lui venir du dedans, d'une contradiction quelconque. Il n'y a pas de contradiction, il y a au plus des déséquilibres, il n'y a pas de mort par disruption. Voilà. Donc il épingle chez Sraffa à nouveau un modèle qu'il comparera à la machine cybernétique dans la condition postmoderne, et là il joue Marx contre lui. Hein. Trouver dans le système un travail intérieur, hein, une tendance intérieure à l'extinction, à la mort. Donc pulsion de mort qui est inversée, effectivement, puisque ce cycle, pour ainsi dire, thermodynamique, hein, qui va chez Freud vers la déperdition des excitations, et qui portera comme nom la baisse tendancielle du profit, ce cercle va donc vers la déperdition des excitations chez Marx, chez Freud, tandis que chez Marx, ce cycle procède par absorption de la force de travail, hein, chaque cycle effectué par la marchandise, et donc vers l'accroissement du capital, vers l'accumulation du capital. Alors vous avez là encore un point qui est fait par Lyotard à la page 187 sur cette distinction donc entre une pulsion de mort pour ainsi dire vers le bas chez Freud et une pulsion de mort pour ainsi dire vers le haut chez Marx, hein, déperdition des excitations d'une part et absorption de la force de travail d'autre part. Bon. Mais Lyotard, en plus de ce rejet de la théorie de la pulsion de mort, rejette tout aussi vigoureusement, mais cela dès les premières pages d'économie libidinale, toute interprétation inverse, c'est-à-dire toute interprétation structurale de l'économie capitaliste. Je dis ici structural parce que c'est cette fois le modèle linguistique qui est délibérément pris en vue par Lyotard. Ce sont les toutes premières pages, vous vous rappelez, d'économie libidinale. Interprétation structurale selon laquelle l'économie capitaliste serait justement un pur système, et le terme à nouveau est prononcé, de renvois internes, où des signes renverraient à des signes, et cela à l'infini. Un signe ne renverrait à rien d'autre qu'à un signe, et cela irait à l'infini. Bon, une des caractéristiques évidemment du structuralisme compris par Deleuze, tel que le travail de cet auteur a été rappelé hier. Alors j'insère ici une remarque sur un plan supérieur, sur un plan méta-discursif ou réflexif si l'on peut dire, et j'introduis par là même la figure de Deleuze. Une difficulté qui apparaît ici, c'est que Lyotard, par quoi est-ce qu'il commence dans l'économie libidinale, donc dans le texte doctrinal auquel je me réfère le plus ici, par quoi est-ce qu'il commence? C'est par le rejet du modèle homéostatique. Et c'est seulement beaucoup plus tard, dans le chapitre sur Marx, qu'il rejettera le modèle de la pulsion de mort. Tandis que Deleuze et Guattari, ce qu'on observe, c'est qu'ils commencent, et on le verra tout à l'heure, par le rejet de la pulsion de mort, et cela même si en définitive ils font la même double récusation. Eux aussi rejettent le modèle homéostatique, et ça sera le cas en particulier dans les textes qu'ils consacrent à la linguistique. Donc il y a ici une inversion des priorités récusatives, si l'on peut dire, ou des priorités contradictoires, de sorte qu'on pourrait avoir l'impression, à lire parfois Lyotard et à se laisser entraîner par la logique proprement lyotardienne, que Deleuze et Guattari, quant à eux, en reviennent bien facilement à un système parastructuraliste inspiré de la linguistique, où le désir ne vise pas la mort. Pourquoi? Parce que tout fonctionne comme dans une machine parfaitement régulée, homéostatique, où même les lésions seront récupérées en vue du fonctionnement optimal. Ça serait, je crois, en trompe-l'œil. On verra les raisons pour lesquelles, effectivement, Deleuze et Guattari ne s'engagent pas dans cette direction d'une manière parfaitement irréfléchie.
Et cependant, c'est un effet de mirage qui est produit par la lecture comparée entre les deux auteurs, qui, étrangement, ne commence pas par le même point. Ça, c'est peut-être un objet qui pourrait être soumis à réflexion au cours de la discussion. Donc, effectivement, je reviens au fil de mon propos, c'est que Lyotard commence Économie libidinale par cette récusation du modèle de la linguistique structurale appliquée à l'économie pour comprendre le fonctionnement particulier de l'économie capitaliste. Alors, c'est un rejet, je le dis maintenant, qui est tout à fait apparenté, vous le rappelez, au modèle structuraliste du signifiant en linguistique, qui est formulé et critiqué par Deleuze et Guattari dans deux des plateaux, de mille plateaux, les postulats de la linguistique et sur quelques régimes de signes. Donc ici, on a en tout cas un gage que Deleuze et Guattari récusent eux aussi ce modèle-là, mais au-delà de ce gage, ce qui est frappant, c'est de voir que c'est la même critique qui est dressée par les deux auteurs, enfin par les trois, par Lyotard d'une part et par Deleuze et Guattari, pour les mêmes raisons, contre le même adversaire, à savoir la linguistique structurale. Et alors, vous trouvez cette analogie faite par Lyotard lui-même entre l'interprétation du capitalisme qu'il conteste et puis la linguistique structurale dans le chapitre consacré à Marx, c'est page 185. Alors je vous lis la citation qui là encore est assez éloquente. C'est une sorte de discours analogue en tous ses points avec celui que Saussure a élaboré pour le langage. C'est le même parti pris épistémologique. Il part toujours de Sraffa, c'est le même parti pris épistémologique, linguistique de la langue plutôt que de la parole, économique du système des marchandises plutôt que des sujets ou des biens, et c'est donc le même concept de la valeur comme report réglé, mise à la place de la signification-désignation, point, dernière phrase, point de vue pleinement syntactique, point de vue pleinement syntactique, comment fonctionne le langage et non pas comment il réfère à quelque chose qui serait en dehors de lui. Donc la solution de Lyotard, passer ce double refus, le refus doublement prononcé, d'abord dans Économie libidinale et ensuite dans la condition postmoderne, double refus de ces deux modèles que j'ai dépeints, consiste à dire que les dérèglements du capitalisme tiennent à des impuretés introduites dans son fonctionnement, des résidus introduit dans son fonctionnement, et c'est le cas par exemple lorsque le mercantilisme, et je vais en parler dans un instant, fait retour au sein du capitalisme, ce qui engendre les crises de 1921 et de 1929, voire, dit-il, de 1973. On est un petit peu dans la même position chronologique à l'égard de notre crise de 2008 que lui à l'égard de celle de 73. On ne sait pas exactement ni si elle existe ni en quoi elle consiste. Bon, c'est un premier modèle, c'est le modèle des impuretés qui est introduit un temps par Lyotard pour essayer de concevoir les dérèglements du capitalisme. Mais il y a, je crois, une manière plus fine et qu'il faut peut-être davantage chercher dans les arguments eux-mêmes que dans les conclusions de Lyotard. Modèle plus fin peut-être, c'est l'idée selon laquelle ces dérèglements du capitalisme proviennent d'un blocage de la circulation des flux de capitaux, là où il devrait n'y avoir en principe que circulation fluide. Et donc c'est le blocage, vous voyez, c'est une intuition qu'on a eue très tôt dans ce colloque par James Williams d'abord et puis par Jean-Michel Salonsky ensuite, c'est l'idée d'un Lyotard qui serait, à propos de mouvements, davantage intéressé par les blocages, par les moments où ça ne circule plus, hein, alors non pas pour les célébrer, non pas pour les louer, mais peut-être pour en contester le caractère funeste. Toutefois, c'est bien là-dessus qu'il porte son attention d'abord. Blocage des flux là où il devrait en principe n'y avoir que circulation fluide, comme cela advient avec le mercantilisme justement, qui est tendance à l'accumulation de la monnaie ou des titres, lesquels sont pris alors non plus comme des moyens, mais comme trésors, comme un trésor. Vous avez ce grand passage des pages 272-273, la distinction entre mercantilisme et capitalisme d'une part, et présentation du mercantilisme comme ferment de blocage, d'arrêt, de stase, de stagnation dans la circulation des flux. Et alors, bon, le grand exemple donné par Lyotard, qui est assez comique aussi, c'est Colbert disant à Louis XIV,
eh bien écoutez, il siérait à votre majesté d'être l'État le plus riche de toute l'Europe et d'avoir la plus grande somme d'argent et de titres qui puissent se réunir en Europe. Voilà, c'est la course à celui qui va accumuler le plus. C'est ça le mercantilisme. Et vous voyez bien que c'est le contraire du capitalisme. Si on comprend le capitalisme comme la doctrine affirmant que le capital augmente à force de circuler parce qu'à chaque fois, il se retrempe dans le travail vivant. Et alors, le mercantilisme ici représente bien cette figure alors du blocage, de la stagnation, de l'interruption du mouvement, de la coupure sur un flux, puis on pourrait dire de l'occlusion dans cet immense intestin qu'est l'économie colbertienne, Louis XIVienne, pour filer l'image du labyrinthe qui a été longuement développé hier ou avant-hier par James après Lyotard. Donc la solution lyotardienne pour échapper à ce double modèle qu'il conteste de l'homéostasie et de la pulsion de mort, c'est donc une solution par la mobilité pure, laquelle serait interrompue par des foyers de stagnation. La solution deleuzo-guattarienne, en revanche, c'est une solution qui procédera à partir d'une des notions qui a donné son titre à notre colloque, c'est la notion de ligne de fuite. Alors, je vous rappelle le sens multiple, essentiellement multiple, en raison de son essence de cette image deleuzo-guattarienne. C'est évidemment la ligne de fuite au sens pictural, géométrique et pictural, mais c'est aussi, et ça c'est ce dont on s'aperçoit quand on regarde les notes de Mille Plateau, à la fin du 8e plateau, où cette notion est introduite, c'est également l'idée de ligne de fuite au sens où fuit un animal. C'est l'animal qui fuit. Et ici, il renvoie aux travaux de Henri Laborie sur les trajectoires que choisissent les animaux pour fuir. Et puis enfin, c'est peut-être le sens le plus fondamental, en tout cas nos deux auteurs disent que c'est pour eux le plus fondamental, la ligne de fuite. On parle de fuite au sens où on dit d'un tuyau qu'il fuit, ou d'une bassine qu'elle fuit. C'est quand il y a un trou et puis que ça fuit, ça fuit. Et évidemment, c'est le ça qui fuit, quand ça fuit. Pourquoi la ligne de fuite ici ? Eh bien parce que, tout d'abord, selon Deleuze et Guattari, il n'y a pas pulsion de mort, il n'y a pas désir de mort, il y a fuite. Quand on croit qu'il y a désir de mort, c'est qu'il y a fuite. Ce n'est pas la mort qui est visée, on fuit, ça fuit. Et qu'est-ce que ça signifie de dire qu'il n'y a pas désir de mort ? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle la mort est dans le désir. Il n'y a pas de désir de mort parce que la mort est dans le désir. Et donc la mort elle-même, investie cette fois d'un sens positif, d'une réalité positive, la mort elle-même devient une pièce dans cet agencement, dans cette connexion d'objets ou d'éléments qui constituent le désir, au sens où le désir lui-même est connexion entre des éléments. Désirer, c'est connecter, désirer, c'est mettre en connexion albertine avec la plage de Balbec, vous vous rappelez ces analyses. Donc la mort elle-même est partie intégrante du désir, d'un désir qui fonctionne avec ou sans la mort, mais il n'y a pas de désir pour la mort elle-même. L'exemple qui est pris, c'est à la fin du 8e plateau, sur quelques, trois nouvelles où qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'exemple du couple Fitzgerald, de Zelda et Scott Fitzgerald. Alors vous vous rappelez cette autodestruction à deux, ou cette destruction réciproque, à laquelle, dit-on, se sont livrés les deux amants. Évidemment, en dire ça, c'est souscrire à l'interprétation des amis, des familiers, qui leur disent « vous vous détruisez l'un l'autre, vous vous détruisez l'un par l'autre ». Bon, ça c'est la ligne dure, segmentaire, molaire, telle que la désigne Deleuze et Guattari, dans le désir. Et puis il y a, disent-ils, la ligne ou les lignes souples, moléculaires, c'est la passion de Scott Fitzgerald pour la boisson, c'est la folie hallucinante, hallucinatoire de l'artiste Zelda Fitzgerald, ligne souple ou moléculaire, mais qui n'est pas encore la ligne de fuite. Et qu'est-ce que c'est ici que la ligne de fuite ? Eh bien, la ligne de fuite, c'est ce qui les tient ensemble, et qui en même temps les fait mourir ensemble, qu'il les fait créer ensemble.
c'est cette indissociation d'une mort et d'une création, c'est-à-dire que la mort elle-même est partie intégrante de ce désir qui s'appelle processus créateur dans le cas du couple Scott-Zelda Fitzgerald. Donc c'est à cette manière-là que la mort peut être intégrée au désir sans pour autant qu'on dise qu'il y ait un désir pour la mort. Alors la mort dans le désir, vous le voyez, c'est une conception évidemment machinique, c'est la conception selon laquelle il y a une connexion entre différents éléments qui est constitutive de tout désir. C'est une description qui est donnée d'une façon très exacte dans certains passages un peu correspondants de l'Anti-Oedipe, qui déjà institue une critique de l'idée de pulsion de mort. Je vous lis le passage, page 397. « La mort est alors une pièce de machine désirante qui doit être elle-même jugée, évaluée dans le fonctionnement de la machine et le système de ses conversions énergétiques et non comme principe abstrait. » Bon. Donc la mort elle-même, non pas comme visée du désir, mais comme une pièce dans ce dispositif ou dans cette machine de connexion qu'est le désir. Et vous observerez ici la réintroduction de termes comme fonctionnement ou système. Alors la mort dans le désir, évidemment, c'est très ambivalent. Si ça fuit, si la mort est positive, la mort dans le désir sera aussi ce qu'il y a de plus mortifère, évidemment. Et c'est ce qui advient, cette fois, non plus à la fin du 8e, mais à la fin du 9e plateau, consacré à l'analyse de l'appareil d'État et de la machine de guerre. C'est ce qu'il y a de plus mortifère. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui advient lorsqu'une machine de guerre prend la guerre pour objet, ce qui définit le fascisme, par opposition au totalitarisme. Le totalitarisme, c'est l'État qui est pris en main par l'appareil d'État. Tandis qu'avec le fascisme, il ne s'agit pas d'État, il s'agit de guerre, d'une fuite, d'un certain type de fuite, mais d'une fuite qui se prend elle-même pour objet, d'une machine de guerre qui vise la guerre. Et alors, ici c'est la discussion avec Klaus Mann. Klaus Mann apercevait dans le régime nazi, puis en lisant évidemment les derniers télégrammes autodestructeurs apocalyptiques d'Hitler, il lisait dans le régime nazi la manifestation d'une pulsion de mort au sens d'une fureur de destruction et d'autodestruction. Évidemment, ils sont d'accord de Deleuze et Guattari, simplement moyennant une rectification. Ça n'est pas la mort comme telle qui est visée, on a affaire ici à une fuite où la guerre veut la guerre. C'est la guerre qui se désire elle-même, et pas la mort. C'est encore de la machine, c'est encore du désir, mais un désir qui, pour ainsi dire, se court-circuite lui-même et devient de cette façon catastrophique. Alors la question, ça sera de savoir si, avec la récurrence un peu étonnante dans les citations même de Deleuze et Guattari de termes tels que fonctionnement au système, on ne va pas retrouver cette position homéostatique que j'avais circonscrite en commençant, où même le dysfonctionnement sera organisé comme un moyen finalisé en vue d'un meilleur fonctionnement. Alors on pourrait en avoir l'impression, le vocabulaire même prête éventuellement à cette interprétation, et puis pour aller plus loin encore, les auteurs eux-mêmes, Deleuze et Guattari, donneront de Nietzsche, page 398 de l'Anti-Oedipe, donc juste après la considération que je viens de lire, une citation qui elle-même nous fait penser à ce qu'il y a de plus homéostatique précisément dans Nietzsche. Alors vous vous rappelez, c'est la 3e dissertation de la généalogie de la morale, plutôt vouloir le rien que de ne rien vouloir. Les idéaux ascétiques eux-mêmes visent non pas à affaiblir la vie, mais à maintenir, voire renforcer la vie dans certaines circonstances funestes, une fois qu'elles sont données. Donc même l'idéal ascétique est encore un certain moyen pour affirmer la vie, et non pas une tentative autodestructrice de la vie. Alors je lis Deleuze et Guattari, 398 Anti-Oedipe, et cette neutralisation, ce retournement contre la vie, c'est encore la dernière manière dont une libido dépressive et épuisée peut continuer à survivre et rêver qu'elle survit. Quote, Généalogie de la morale 2.13, l'idéal ascétique est un expédient de l'art de conserver la vie. Oui, même quand il se blesse, se mettre destructeur, destructeur de lui-même, c'est encore la blessure qui le contraint à vivre. Bon.
Simplement, Nietzsche, lorsqu'il écrivait cela, le faisait d'une façon étrangement ironique. Un premier paragraphe de la 3e dissertation de la généalogie de la morale, c'est l'aurore vacui, c'est cette horreur du vide qui est propre à la volonté, qui fait que même lorsqu'elle semble ne plus rien vouloir, elle veut le rien lui-même pour se préserver de ne plus rien vouloir et pour continuer à vouloir. Aurore vacui, le clin d'œil évidemment est fait au scolastique et à ces principes si souvent raillés déjà par Kant et bien avant, de la vision de la nature chez les scolastiques. C'est le principe occulte par excellence, cette aurore vacui, cet étrange finalisme homéostatique que l'on trouverait dans la vie ici dépeinte par Nietzsche et reprise comme modèle étrangement par Deleuze et Guattari dans ce passage. Alors, plus lointainement encore que par Nietzsche, je crois que c'est par Spinoza, ici qu'on pourrait essayer de dédoubler la position qui est adoptée par Deleuze et Guattari, et c'est peut-être dans l'esprit de Deleuze la théorie ici la plus pertinente, parce que avec cette idée selon laquelle même dans le désir de mort, il y a encore lutte contre la mort du désir, on retrouverait un des réquisites fondamentaux de la théorie du conatus, telle qu'elle est exposée dans les propositions précises qui ont pour fonction de l'amener dans l'argumentation de l'éthique, c'est-à-dire troisième partie, proposition 4 à 8. Alors vous vous rappelez, il y en a 2 ou 3 qui sont décisives ici. 3, 4, c'est nulle chose ne peut être détruite, sinon par une cause extérieure. C'est ici, évidemment, qu'il faudrait la dualité entre le travail et le capital pour venir détruire le capital. De sorte, poursuivra Spinoza dans la proposition 28 de la troisième partie, qui peut être commentée comme présentant l'homéostasie proprement spinoziste. Regardez ce qu'elle dit. Tout ce que nous imaginons contribuer à la tristesse, eh bien, nous nous efforçons de le détruire. Nous nous efforçons d'affirmer ce qui nous semble contribuer à la joie, et nous nous efforçons de détruire ce qui semble contribuer à la tristesse. Donc, ce qui nous semble, même si on se trompe, malgré tout, une âme, c'est quelque chose qui a toujours monté pour augmenter la joie et pour diminuer la tristesse, même lorsqu'elle souffre, même lorsqu'elle recherche la tristesse pour augmenter perversement sa joie. Donc l'âme ici, vision spinoziste, est présentée comme une machine parfaitement huilée, parfaitement rodée, qui est montée pour s'orienter en direction de la joie, de sorte que même les atteintes funestes, ou bien sont récupérées en direction de la joie, ou bien, et c'est le cas tragique, cause la destruction définitive. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais ce qui ne me rend pas plus fort, inversement, me tue, évidemment. Bon, et donc en termes freudiens, je terminerai par là, on retrouverait un appareil psychique antérieur à celui d'au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire un appareil psychique dont le principe suprême, le dernier principe, serait précisément le principe de plaisir. Voilà. Alors c'est ma perplexité de lecteur devant ces pages de Deleuze et Guattari. C'est une perplexité, si vous voulez, qu'on pourrait dire inverse à celle que je suis amené à confesser aussi devant Lyotard, parce que si l'on veut conclure, on peut trouver dans Économie libidinale un Lyotard qui certainement parvient en lecteur des économistes, a montré l'incapacité partielle et du marxisme et des économistes néo-ricardiens, éventuellement inspirés par la cybernétique, à penser les crises contemporaines, mais au profit d'une position selon laquelle le mal dans le capitalisme, c'est le blocage, c'est l'impureté. Les crises du capitalisme sont des crises de blocage ou d'impureté de la mobilité, alors qu'une mobilité qui serait pleinement affirmée engendrerait sans doute bien moins de dysfonctionnement. Donc voilà, bon, la perplexité, évidemment, que je soumets à votre sagacité, à vous, en terminant. Et puis la perplexité à la lecture de Deleuze et Guattari est inverse, parce qu'on ne peut plus retrouver certainement cette confiance que je crois déceler ici chez Lyotard dans le mouvement,
à concilier bien sûr avec l'intérêt pour la stase, pour le blocage. On ne trouve plus cette confiance totale dans le mouvement, pour le mouvement, et c'est étrange, parce que c'est précisément une objection qu'on fait très souvent à Deleuze et Guattari. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas ici, mais en même temps, qu'est-ce qui démarque profondément Deleuze et Guattari d'un modèle alors spinoziste d'abord, je crois que c'est Spinoza ici qui est la référence, mais qu'on pourrait également attribuer à un certain Nietzsche ironique et puis au premier Freud, modèle auquel on pourrait reprocher quelque chose comme son finalisme et puis son optimisme. Taxer Spinoza ou Deleuze et Guattari de finalisme, ça paraît fort de café, mais c'est impliqué effectivement par cette idée que l'âme est quelque chose qui est construit en vue de la production de plaisir. Il y a toujours cette en vue d'eux sans lequel on ne peut pas expliquer ce principe homéostatique même, d'une part, et d'autre part, tout en conciliant cela effectivement avec le rejet très explicite, qui est tout aussi explicite que chez Lyotard, contre la conception structuraliste du système de l'économie capitaliste ou du système désirant de l'appareil psychique comme système de signes où les renvois ne sont renvois qu'à d'autres signes. Voilà, je vous remercie. Et merci beaucoup Arnaud pour ce bel exposé et ces perplexités que tu as très bien pointées, qui enveloppent déjà des thèses, je crois, personnelles. Si je résume, tu as commencé par décrire les deux modèles refusés par Lyotard, le modèle cybernétique, le modèle thermodynamique. En lieu et place de ces deux modèles, il propose un modèle libidinal caractérisé par cette mobilité pure. Et puis, dans un deuxième temps, Deleuze et Guattari, ce modèle machinique, dont tu as très bien montré, je crois que c'est le cœur de ton exposé, que s'étendait sur lui l'ombre portée du premier modèle, le modèle homéostatique cybernétique, bizarrement. Et peut-être, c'est ça que j'entendais comme suggestion plus générale, peut-être que c'est le problème de toute pensée de l'immanence, finalement, que d'être dans un rapport un peu tendu avec ce premier modèle. Donc voilà, je pense que tu as aussi montré ce que je n'avais pas précisé au passage tout à l'heure en te présentant, que tu es un excellent connaisseur de Nietzsche. J'avais oublié de le mentionner. Le débat est ouvert. James Williams. J'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de dire. Ce qui m'intéresse, c'est si Lyotard est vraiment du côté de cette idée de mobilité pure. Et ce qui revient, je retrouve vraiment dans cette idée. On pourrait dire que les néo-keynésiens libéraux s'intéressent à cette sorte de mobilité pure. Et que la crise de 2008 et l'après-crise, et il l'a décrite comme justement une crise d'une certaine classe politique qui bloque les par l'austérité, etc. Mais je crois que ce que Lyotard ressent, c'est que, par exemple, on voit déjà dans l'idée du cancer, c'est qu'il y aura toujours des blocages. Donc, l'idée de mobilité pure a un intérêt aussi qui rapporte la mort dans le système, même dans le cas de mobilité pure. Donc il y a un problème en plus. C'est des idées, Je suis content que tu dises ça. En réalité, si je présentais ça aujourd'hui, c'est pour obtenir des réponses de lecteurs et de connaisseurs de Deleuze et de Lyotard. Je sens bien évidemment que c'est tirer le bâton dans un certain sens que de dire que Lyotard est un penseur de la mobilité pure. En même temps, à lire les textes, c'est la crainte qu'on a, et j'avais pas les moyens tout seul. Ma connaissance de Lyotard n'est pas encore suffisante pour avoir les moyens de corriger ça. Et donc je suis content que tu confirmes ici une intuition que j'avais eue, que j'espérais avoir eue. C'est sans doute pourquoi j'ai voulu commencer par Lyotard, parce qu'on trouve, je crois effectivement, une tentative assez assumée pour trouver quelque chose qui soit distinct des deux modèles
que j'ai dégagé. Et trouver une conception qui soit distincte de ces deux modèles, c'est bien réintroduire d'une certaine façon la mort ou l'arrêt ou le blocage dans le flux lui-même, mais alors pas à titre de moyen. Pas à titre de moyen, et c'est ici que c'est pour ça que je parlais de finalisme et d'optimisme. Il faut trouver une manière sui generis de réintroduire ça. On pense à quelque chose comme une mobilité adversée, hein, comme un mouvement qui lui-même aurait constitutivement deux directions contradictoires. Hein. Un mouvement qui ne peut pas s'élancer dans une direction sans s'élancer en même temps dans l'autre direction. Et ça, évidemment, ça défie l'imagination. Mais c'est la disjonction incluse, hein, dont il était question dans l'exposé d'Elie. C'est Lyotard qui a pensé ça. Et bien sûr, alors les enjeux sont extrêmement brûlants, contemporains, actuels. Et c'est aussi pourquoi je poussais un petit peu les thèses de Lyotard. C'était pour qu'on me réponde, bah oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui distingue Lyotard des financiers de 2008 hein. Et je suis content qu'on puisse discuter de ça, en tout cas. Eugene Hollande. Je pourrais continuer la question de James et beaucoup apprécié aussi l'exposé. Mais en ce qui concerne Lyotard, avant de passer à Deleuze et Guattari, je crois que la mobilité pure, c'est un cas limite, mais qu'on peut penser une réponse au blocage plutôt comme des coups qui changent les règles du jeu. Et ça, c'est l'impératif, je crois, chez Lyotard, de trouver moyen, lors d'un blocage, d'innover et de cette façon changer les règles du jeu. Alors, je crois qu'il attribue peut-être trop au capitalisme cette capacité d'innover, peut-être pas, mais de toute façon, c'est de ce côté-là, je crois que Lyotard peut-être verrait la question des mobilités. D'accord. En ce qui concerne Deleuze et Guattari, je dirais deux choses. D'abord que l'homéostase n'est pas la même chose que autorégulation. Non. C'est-à-dire qu'un système peut être autorégulatif par feedback positif, où il y a croissance et pas stase comme fonctionnement du système. Et alors, je dirais en plus que pour Deleuze et Guattari, cette espèce de système, enfin le système capitaliste, fonctionne par breakdown, par crise, et non par réduction d'un équilibre. Et puis, pour répondre brièvement à cette invocation de Spinoza et le problème du plaisir, je crois que c'est vrai que ça pose un problème, mais je crois que au moins dans notre vie, ce que Deleuze et Guattari font, c'est qu'ils graffent Nietzsche sur Spinoza à ce point-là, et c'est la recherche du pouvoir et non pas du plaisir qui sert comme moteur du système. D'accord. Bon, merci beaucoup. Oui, sur homéostase et autorégulation, j'ai commencé par essayer de distinguer entre les concepts, et puis bon, ensuite, effectivement, puisque c'est un exposé qui n'était pas totalement rédigé, il a pu arriver comme à langue fourche, et je vous prie de m'en excuser. Pour ce qui est de l'anti-Oedipe, bien sûr, oui, et ça change beaucoup de choses de remplacer le plaisir par le pouvoir, par la puissance. Bon, ça sera aussi le débat avec Foucault, c'est ça. Enfin, oui. Bon. Je peux pas, j'ai pas les moyens là de m'appesantir là-dessus, mais ça permet de diagnostiquer en tout cas ce qui se passe et puis d'ébaucher une réponse à la perplexité qui était la mienne en terminant en tout cas, bien sûr. Corinne, vous avez une question? Merci Arnaud. J'ai deux questions. Une mineure concernant Deleuze, en raison de ce que tu as développé sur la fin, il me semble que chez Deleuze, le désir est en même temps un désir sans plaisir. Il insiste énormément sur le fait que c'est le mouvement même et qu'il n'y a pas la recherche du plaisir. Donc de ce point de vue, ta contraposition avec... oui, bon, ça c'est une question mineure. La question qu'on exposait, c'est que je comprends bien la perplexité à l'égard de Deleuze et Guattari. Elle est très claire et effectivement, on a l'impression d'être pris complètement à contre-pied.
mais je ne vois pas où est la perplexité à l'égard de Lyotard. Et il me semble que ça tient au fait que quand tu présentes les deux thèses exclues, on ne sait pas si ce que tu cherches c'est une bonne description, ou si ce que tu cherches c'est une description qui nous indique quelque chose quant à l'action, accepter le capitalisme ou le refuser, parce qu'évidemment on est. Et donc au moment où tu présentes Lyotard, là non plus tu ne sais pas si. Enfin, il me semble que dans ta présentation, on a le sentiment que tu ne sais pas si du coup le capitalisme est à cautionner parce qu'il serait mobilité et que malheureusement il n'est pas assez malin pour ne pas se bloquer. Et or, je pense que l'ambiguïté est là parce que pour Lyotard, cette mobilité du capitalisme, c'est la mobilité de la hâte, et de la hâte dans la conversion, dans la convertibilité, dans l'échange, qui est une intensité, mais une fausse intensité quantitative, dont le commutateur est l'argent et l'accumulation du profit. Donc, il ne me semble pas que mobilité et blocage suffisent à décider où est la valeur et la non-valeur. Il y a des blocages qui gênent le capitalisme et qui gênent tout le monde. Il y a des stases qui, au contraire, sont pour Lyotard décisives à la réflexion, à la pensée, à l'art, à l'éthique. Donc voilà. Sur la première question, distinguer entre désir et plaisir, ça permet là aussi de regonfler d'un sens positif cette question du blocage, parce que le blocage, c'est aussi le plaisir, c'est-à-dire que Deleuze et Guattari critiquent le plaisir en tant que c'est un blocage, mais on pourrait positiver le blocage en disant aussi que c'est le plaisir, donc ça permettrait d'aller dans le sens de James et de Huygens. Maintenant, pour ce qui est de la première question, évidemment, elle est à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est ce qu'on pourrait dire le niveau d'histoire générale de la philosophie. On a affaire à un auteur, Lyotard, qui s'oppose assez clairement à deux modèles qu'il dresse l'un contre l'autre dans l'économie libidinale et surtout dans la condition postmoderne. Bon, la question du lecteur ou de l'exégète, c'est de savoir est-ce qu'il propose quelque chose d'autre pour penser ce qu'il a à penser, à savoir la société postmoderne dans la condition postmoderne et puis la situation de l'économie à laquelle il est confronté dans l'économie libidinale, du point de vue du rapport entre l'économie capitaliste et puis le désir. Donc, est-ce qu'il forge une solution? Est-ce que cette solution est consistante? Voilà. Est-ce qu'il en donne une et est-ce qu'il parvient à en donner une? Deuxième niveau, c'est cette fois du point de vue d'un historien et d'un historien en particulier de l'économie ou de la société, c'est est-ce qu'il a réussi à penser correctement les phénomènes économiques et sociaux qu'il entend décrire, c'est-à-dire la situation de l'économie capitaliste dans son rapport avec le désir en 1974 ou dans son rapport avec le savoir en 1979. Bon. Et là, c'est une question sur laquelle je ne me suis pas prononcé. Je me suis efforcé de me prononcer sur la première, mais pas sur la deuxième. Et puis, il y a la troisième question, le troisième plan, le troisième niveau, c'est évidemment pour nous aujourd'hui, hein, et on peut l'assumer, pour nous aujourd'hui et pour nous en particulier dans le domaine du savoir. J'en reviens ici au champ circonscrit par la condition postmoderne. Hein. Qu'est-ce que ça vaut que de privilégier a priori la mobilité des connaissances, hein, de privilégier a priori la mobilité des étudiants. Et voilà, tu n'es pas sans savoir que c'est précisément un objet hein, de pratique ici. Le problème, c'est évidemment, c'est très bien le plurilinguisme, c'est très bien de parler 3-5 langues, c'est très bien de faire rencontrer des étudiants portugais, japonais, iraniens, comme on fait tous ici, encore une fois, mais on se voit objecter. Hein, on se voit objecter l'argument selon lequel la mobilité pour la mobilité, c'est le credo même du capitalisme financier de 2008. Et ça, voilà, ça c'est une contradiction dure dans laquelle je me meus, et Lyotard est un des rares à permettre de poser cette question-là
en transposant, évidemment, en s'efforçant de transposer les données qui étaient celles de 74-79 à 2008-2013. Mais je pense que c'est une des raisons les plus hautes pour lire Lyotard aujourd'hui. Donc la perplexité, elle n'est pas à l'égard de Lyotard. Elle est Ah, à l'égard du problème. Oui. Enfin, comment dire, de la solution qu'il me semblait qu'il y donnait, mais si je disais ça un instant, c'était pour que des Lyotardiens parmi vous puissent m'apprendre en quoi Lyotard est plus complexe. Mais je sais qu'il est plus complexe. J'ai suffisamment enseigné l'histoire de la philosophie pour savoir que les auteurs sont toujours plus compliqués qu'ils n'en ont l'air. Mais je faisais un peu le naïf à l'égard de Lyotard en disant, voilà, c'est la mobilité pure, mais pour que vous me disiez en quoi c'est plus compliqué. Et du coup, ça permettra de complexifier le débat sur la mobilité des connaissances, des étudiants, des langues aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu qui est, je crois, assez important et assez riche d'avenir. Alors, je ne sais pas si un Lyotardien veut nous déniaiser, mais je sais que Jean-Michel avait de toute façon peut-être une dernière question, parce qu'il va falloir... Oui, on peut s'en passer aussi. On a le temps pour une question courte et une réponse courte. Non, je voulais ajouter un élément de réaction dans le débat que tu as présenté, qui est au fond quel modèle pour le capitalisme. Tu as quand même rajouté aussi l'élément de l'attitude à l'égard du structuralisme. Oui. Et moi, ce que ça déclenche en moi, c'est un autre problème, c'est s'agit-il vraiment du capitalisme chez l'un et chez l'autre. Oui. Donc je trouve toujours qu'à la fois chez l'un et chez l'autre, il y a quand même une tendance à accepter l'évidence du capitalisme comme un objet dont on sait de quoi il s'agit. Bon, je trouve que c'est pas clair du tout que vraiment le capitalisme, on a une description qui est celle du livre 1 du capital, mais à part ça, savoir si on a une objectivation stable qu'il faut prendre en compte comme telle jusqu'à la fin des temps, c'est pas clair pour moi. Mais il y a un problème que je trouve qu'on n'a pas pris en compte. Et deuxièmement, le fait que chez l'un comme chez l'autre, il me semble, ce soit aussi le structuralisme dont il puisse s'agir, à certains moments où ils essayent d'évaluer le système, ça indique que pour eux, c'est pas forcément l'enjeu n'est pas forcément de déterminer le capitalisme, mais aussi de prendre position par rapport à une figure du système qui est plus radicale, plus profonde et qui va au-delà. Alors, pour ce que je comprends de Deleuze, j'ai l'impression que ce dont il se soucie toujours plus que du capitalisme, c'est l'image de la pensée définie par les termes concept et représentation. Chez Lyotard, l'équivalent, ce serait la figure de l'enchaînement, ce qui apparaît à la fin, ou alors la construction du développement comme quelque chose qui transcende le capitalisme et dont le capitalisme n'est qu'un moyen. Donc je trouve qu'on a les mêmes questions pour voir que c'est pas sûr que authentiquement leur truc soit centré sur le capitalisme. D'accord. Ça me convient. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Et donc on va tout de suite passer à la deuxième partie de cette séquence.